Bonjour et bienvenue sur Village Semences, comme chaque jour, à 10h, de 10h à 10h30. Stop Intox, vous êtes très nombreux à réagir tout au long de la journée sur les réseaux sociaux avec le hashtag Village Semences ou Stop Intox. Et aujourd'hui, un sujet qui est un sujet brûlant, celui de l'eau. L'eau, c'est un peu le sujet qui fâche. Je vais en parler avec André Bernard, qui est président de la Chambre d'agriculture de Vaucluse. Vous êtes également producteur de tomates de conserve, de semences et céréalier en rotation. Je suis avec Benoît Hartmann, qui est géographe, on peut dire ancien de France Nature Environnement, qui a travaillé de façon très académique sur ces questions, qui ne partagera certainement pas votre point de vue. Et puis François Arnoux, vous êtes agriculteur, vous venez de Vendée. La Vendée, c'est une expérience intéressante en matière de réserve. Mais vous connaissez tous vraisemblablement cet économiste du XVIIIe siècle dont on prononce le nom très régulièrement, qui est d'ailleurs qui figure dans les premiers cours d'économie, Adam Smith, qui parlait du paradoxe de l'eau et du diamant, en s'étonnant. L'eau, qui est absolument fondamentale, un bien abondant à l'époque, n'a aucune valeur, alors que le diamant, qui ne sert presque à rien, coûte très cher. Comment se fait-il qu'il y ait un tel écart de prix et un tel écart de représentation de valeur entre ces deux consommables? Alors, l'eau est inconsommable, mais est-ce que c'est devenu un consommable précieux? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Est-ce que finalement on va vers la rareté de l'eau? Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, a reçu les préfets lundi matin en leur demandant d'ailleurs de prendre des dispositions territoire par territoire en fonction de la situation des nappes phréatiques et des réserves. Première question, l'agriculture. Je vous la pose à vous, monsieur André Bernard, président de la Chambre d'agriculture de Vaucluse. Doit-elle être une priorité dans la gestion de l'eau? On a une ressource. Est-ce que l'essentiel, est-ce que vous êtes les premiers? Est-ce que vous devez passer les premiers, vous les agriculteurs, devant les centrales nucléaires et devant les autres usages de l'eau? Ah oui, ça marche bien, je pense. Ouais. Alors, changez de micro. Oui, là ça va mieux. Oui, nous n'avons pas la prétention d'être les premiers. Nous voulons occuper la place qui est la nôtre, c'est-à-dire que utiliser de l'eau pour produire la nourriture dont nous avons besoin et faire tourner notre économie. Alors oui, la priorité, c'est l'eau pour boire. Ça, d'accord, on est d'accord. Après, ce qui compte, c'est ce qu'il y a sur la table pour manger. Et pour arriver sur la table des aliments, il faut que ça passe par de l'eau. Et cette eau, effectivement, elle tombe de façon de plus en plus irrégulière sur notre pays. Alors vous venez du département de Vaucluse. Région sud. Parce que région sud. Alors, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône sont des territoires peu arrosés depuis de nombreuses semaines, de nombreux mois. C'est des territoires qui, effectivement, souffrent de la sécheresse actuelle. Mais c'est des territoires, la région Sud-PACA est la région qui émarge le moins aux calamités agricoles pour la sécheresse. Pourquoi? Parce que depuis les Romains, en passant par les papes et Napoléon et nos grands-pères, il y a eu des aménagements. Et les emblématiques aménagements que sont Cerre-Ponçon et le Verdon, qui permettent de stocker l'eau quand elle descend des Alpes et la rendre disponible pour l'agriculture. Mais l'agriculture n'a qu'une petite part. L'eau est turbinée par EDF. Arrive dans la ville de Marseille, 80% de l'eau consommée sur la région Sud-PACA est de l'eau qui a été stockée, transportée et diffusée au bon moment. Si on n'avait pas ça, vous ne viendrez pas en vacances et il n'y aurait pas l'activité économique qu'il y a. Bon. Benoît Hartmann, l'eau, donc ressource qui devient rare, en tout cas irrégulière. Je ne sais pas si elle est rare parce qu'il y a toujours la même quantité d'eau autour de la Terre, mais elle est plus irrégulière. Elle ne tombe plus de la même façon. Est-ce qu'on peut continuer de la gérer aujourd'hui? Votre point de vue de géographe est essentiel. Comment est-ce qu'on peut continuer de la gérer aujourd'hui comme on la gérait la génération d'avant? Non, et le changement a déjà commencé. Un certain nombre d'agriculteurs cultivent différemment parce qu'ils se sont bien rendus compte que l'agriculture française étant ce qu'elle est, elle est essentiellement pluviale. Il y a 90% de l'agriculture en France qui est pluviale, qui n'est pas irriguée. Donc eux, il faut qu'ils trouvent des solutions avec un régime des eaux qui change fondamentalement à cause du réchauffement climatique. On traverse une sécheresse hivernale qui est sans précédent depuis le temps où on la mesure. Donc évidemment, il faut changer. La question, c'est comment changer? Est-ce qu'on essaye à tout prix de faire comme avant, parfois en faisant des méga-bassines, mais pour irriguer quoi? Ou est-ce qu'on fait
comme avant plus intelligent, c'est-à-dire comme les Romains l'ont fait, où on va aller chercher l'eau à la bonne saison, où on va la protéger pour qu'elle ne s'évapore pas trop. Je vous rappelle qu'il y a un certain nombre d'aqueducs qui sont entièrement couverts tout le long, pour pas que ça s'évapore. C'est romain. Ça fait un moment qu'on a Bien sûr, compris ouais. comment on fait une gestion économe de l'eau. Simplement, il faut pas. Moi, je suis pas dogmatique. Je suis pas du tout contre l'irrigation. Ça serait stupide. On n'aurait plus d'abricots. On aurait plus. Il y a beaucoup de cultures qui ne peuvent pas s'en passer. Mais il se trouve qu'un certain nombre de cultures ont des très bonnes pratiques. Le goutte à goutte dans les oliveraies, la fruticulture dans un certain endroit où on a appris à faire sobre et où on s'alimente sur un canal ou sur un très grand réservoir comme le lac de Serpenson. En revanche, faire des méga bassines pour arroser du maïs en été, par exemple, c'est pas cohérent. Si c'est pour arroser de la betterave, pour faire des agrocarburants dont on sait qu'il faut 1 litre de pétrole pour faire 1 litre d'agrocarburant, on voit que c'est pas vraiment une solution. Donc en fait, la question qu'on devrait se poser, c'est une irrigation pour faire quoi? Et est-ce qu'il n'y a pas des cultures sur lesquelles on devrait s'interdire l'irrigation? Juste d'un mot. Oui, bien sûr. L'irrigation, donc je l'ai dit, c'est 9% des surfaces agricoles en France. C'est 56% de la consommation d'eau en France. Donc moi, ces chiffres-là sont ceux que j'ai pris sur le site de la FNSEA. Alors, ils se trompent peut-être. Alors, vous allez... mais non, mais attendez, 204 attendez. alors, C'est moi qui distribue la parole, là. Hein, reprenez le micro, s'il vous plaît. Voilà. Donc, bon, François Arnoux, on fera tourner la parole ensuite. François Arnoux, vous êtes agriculteur. Vous êtes dans le département de la Vendée. Qu'est-ce que vous avez comme production? Quelle est votre production? Alors en production, j'ai donc essentiellement du blé tendre, du blé dur, du tournesol, du colza, du maïs semence, de la luzerne, du pois chiche, des lentilles. Donc on est sur une exploitation céréalière, mais avec 11 espèces. Je suis très diversifié. D'accord. Alors, est-ce que y a un exemple qui vient de la Vendée? Vous avez, d'abord peut-être question de vocabulaire. Benoît Hartmann parle de méga bassine. Je crois que le mot vous fâche un peu. Alors le mot, il m'irrisse le poil en fait, tout simplement parce que je suis venu avec un récipient que j'avais sous la main. Une bassine, c'est à peu près ça. Donc c'est quelque chose que nos grands-parents, mes parents peut-être, se lavaient les pieds dans une bassine, pour pas dire autre chose. Donc voilà. Donc ça, c'est une bassine. Nous, ce que nous faisons, ce sont des réserves d'eau. Donc, réserve d'eau, là, on a un réservoir où on met de l'eau, ça n'a rien à voir avec... Alors, elle vient... Moi, je veux tout comprendre. Je veux qu'on comprenne du début à la fin. Elle vient d'où, cette eau? Alors, cette eau, en l'occurrence, nous, dans le sud Vendée, elle vient des nappes. On pompe l'eau dans les nappes entre le 1er novembre et le 31 mars, à partir du moment où le niveau de la nappe a atteint un certain niveau, ce niveau-là, on sait que l'eau s'en va à la mer. Qui le détermine, ce niveau? Alors, c'est des piézomètres qui sont partout placés stratégiquement pour bien mesurer la nappe. On a sur nos téléphones, entre autres, donc le niveau de la nappe en instantané. Et c'est qu'à partir de ce moment-là, durant cette période-là, uniquement, que là, on dit, là, tu as le droit, tu peux commencer à stocker l'eau. Quand il y a un bassin versant vers la mer, quand l'eau part à la mer, vous êtes autorisé à l'utiliser. Exactement, donc c'est très encadré. Est-ce qu'il y a un gendarme? Parce que pour que ça marche, il faut qu'il y ait un gendarme. Évidemment. Donc, qui est le gendarme? Le gendarme, c'est de toute façon toute l'administration. On a un protocole, on a des comptes à rendre, on a donc des compteurs qui mesurent le volume en permanence de combien on pompe et qui de toute façon nous donnent les autorisations ou pas pour dire là tu peux pomper, tu ne peux pas pomper. Bon, très bien. Benoît Hartmann dit ça dépend, pourquoi pas, si j'ai bien compris, ça dépend ce qu'on arrose. Si c'est pour arroser du maïs, il dit non. Si c'est pour arroser autre chose, oui, éventuellement. Alors vos pois chiches, etc., tout ça c'est très bien parce que ça a participé à la survie de l'humanité. C'est peut-être plus vertueux que le maïs, non? Alors le maïs, le problème c'est qu'à chaque fois on parle du maïs. Le maïs c'est quand même une plante qui consomme moins d'eau qu'un blé tendre sur l'ensemble de son cycle. Tout simplement, elle a besoin de plus d'eau au moment où il fait chaud. C'est un problème de saison. Donc c'est un problème de saisonnalité. Donc il ne faut pas ça. dire que le maïs consomme plus d'eau, c'est pas vrai. Donc première chose. Ensuite, le maïs, on en a partout. Donc on en a besoin. Donc il faut arrêter de décrier le maïs. C'est une plante qu'on transforme, qu'on retrouve dans tous les produits, dans plein de choses, dans l'alimentation. Enfin bon, voilà. Donc il faut arrêter de critiquer le maïs. Déjà première chose. Moi, ce qui a permis quand même par rapport au stockage de l'eau, c'est m'a permis quand même de développer de nouvelles cultures. C'est-à-dire lesquelles, par exemple? Alors, par
par exemple, de sécuriser mon maïs semence. En l'occurrence, donc là, c'est une production de semences qui permet de produire de la semence pour les agriculteurs qui vont en ressemer. Ça me permet aussi de faire des légumes, chose que je ne faisais pas avant. En fait, à un moment donné, c'est une assurance récolte. C'est-à-dire que ça nous permet de dire, là, on va te mettre chez toi quelque chose où on sait que tu vas produire avec de l'eau. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'il n'y a aucune plante qui ne pousse sans eau. Oui. Donc il faut de l'eau pour faire pousser les plantes. Il n'y a pas de vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Bon, on est d'accord. Vous êtes venu, Monsieur le Président, je vous rends la parole. D'abord, peut-être, j'ai compris que vous aviez un désaccord entre vous, ce qui ne m'étonne pas. Oui, je ne vous cache pas. Alors, moi j'ai les chiffres officiels du ministère de l'Environnement. Il pleut en moyenne 600 mm partout en France. Oui, c'est ça. Ce qui représente 300 milliards de mètres cubes. L'agriculture consomme 3,5 milliards, c'est-à-dire 1,0507 de l'eau. Alors ces chiffres-là, c'est... Alors, vous savez comme moi qu'une grande partie des pluies s'évapore. Oui, mais moi, pour bien que les choses soient visibles, ça représente les précipitations annuelles. Oui. 5 centilitres, c'est ce que nous sommes capables de stocker en France aujourd'hui. Et l'irrigation agricole consomme 2 dés à coudre. Donc si nous devons relever le défi de la souveraineté alimentaire dans notre pays, on peut espérer qu'il tombe toujours autant d'eau, même s'il en tombe un peu moins. Si je double mon gobelet, que je le remplis, c'est-à-dire je mets 10 centilitres, je peux mettre 6 dés à coudre, et là j'aurai relevé le défi de la souveraineté alimentaire. En partie, pas qu'avec ça, il faudra d'autres éléments. Et nous reviendrons dans la moyenne des pays au niveau de la surface irriguée, parce que oui, nous ne sommes pas à 9%, nous sommes à 7%, et la moyenne mondiale est à 14%. Donc nous avons depuis 30 ou 40 ans accumulé un retard dans ce pays considérable en termes de sécurisation de l'eau. Après, cette eau, effectivement, quand on l'a, il faut l'utiliser de la façon la plus fine possible. Oui, il faut l'économiser par toutes les pratiques avant, toutes les techniques qui permettent d'en stocker le maximum dans le sol quand il pleut, d'utiliser des plantes, des espèces, des variétés qui sont les plus résistantes à la sécheresse. Et après, il faut utiliser les technologies d'irrigation les plus sophistiquées. Moi, j'ai commencé, quand j'étais gamin, j'arrosais à la pelle, je faisais avancer l'eau dans la rangée. Quand je me suis installé à 20 ans, j'ai acheté un enrouleur et des asperceurs. 7000 m3 à l'hectare. Quelques années après, je suis passé au goutte à goutte, je suis tombé à 5000 mètres. Et aujourd'hui, avec des sondes avec du goutte à goutte, on est passé à 4000. Et maintenant, avec les sondes capacitives qui permettent de piloter plus finement, on est à 3000. Et quand je rentre sous la serre photovoltaïque qui limite l'évapotranspiration, je descends à 2000. Donc je pense que nous sommes capables. Mais pour que ça fonctionne, il faut que je sois sûr que quand le capteur va détecter qu'il faut que la plante ait de l'eau, il faut qu'il y ait de l'eau dans le réseau, bien sûr, à la minute près. Ouais. Parce que je vais mettre mon arrosage en marche pendant quelques minutes, 5-10 minutes, un quart d'heure. Alors. Donc c'est là le véritable enjeu. Il est de pouvoir stocker l'eau quand elle tombe, et elle tombe de façon de plus en plus irrégulière. Alors effectivement, on est dans un cycle aujourd'hui très sec. J'ai souvenir en 79, l'hiver 79, on a dû arroser au mois de janvier parce que les plantes ne poussaient pas et on ne pouvait pas travailler les sols. Donc j'espère que le cycle dans lequel on est, effectivement, on est un cycle comme ça, mais globalement, toutes les prévisions montrent que oui, il peut y avoir une baisse, mais il n'y aura pas une baisse aussi catastrophique que ça. Il faut pouvoir faire comme les pays méditerranéens, Espagne et Portugal. L'Espagne sont à 50% de leur capacité d'eau qui tombe et le Maroc à 200%. Leur réservoir, c'est 2 années de pluie. Parce que comme il pleut de façon irrégulière, ils stockent tout. Alors, sans aller jusque-là, moi je veux que demain on puisse monter à un gobelet plein, voire 2, et quelques dés à coudre pour... D'accord, je comprends. Vous partagez ça, non? C'est-à-dire que l'idée d'abord qu'on ne fait pas d'agriculture sans eau, ça c'est le premier point. Et puis, deuxième point, l'idée de recueillir l'eau quand elle est abondante pour l'utiliser quand elle manque. Le partage de l'eau, c'est bien de ça dont on parle, il y a une guerre de l'eau. Oui. Cette eau, quand elle est prélevée, en fait, il n'y a pas d'eau inutile. Il faut sortir ça de nos têtes. L'eau en hiver, pourquoi elle est utile, et en automne, celle qui nous a manqué, parce que c'est un moment où il n'y a pas de végétation, il n'y a pas d'évapotranspiration, peu. Et donc, c'est un moment où l'eau va recharger les nappes et va nourrir le milieu naturel. Parce que le milieu naturel, vous le disiez, pas de vie sans eau liquide. Donc, cette eau-là, qu'on va préserver, il faut regarder ce qui se passe en aval. Parce que s'il s'agit, malheureusement, de faire mourir la vie d'un petit ruisseau, ou ça, c'est le plan B de l'humanité. C'est-à-dire que notre biodiversité qui dépend de cette eau-là, elle est pour tout le monde, c'est un bien commun. Et donc, la prélever pour un bien
une utilité privée, il faut être bien certain que ça sert du service public. Monsieur parle de techniques qui deviennent tellement efficaces en termes de goutte à goutte qu'effectivement, il est possible d'irriguer de façon sobre. Si on irriguait que de façon sobre, on n'aurait pas besoin de stocker beaucoup. Parce que quand on irrigue avec un pivot... Lui, il le fait, mais tout le monde ne le fait pas. Exactement. C'est ça que vous voulez dire ? Et quand on irrigue avec un pivot... En fait, il se trouve que je fais partie du peu de Parisiens qui a travaillé sur des exploitations agricoles, donc j'ai vu un petit peu, j'ai déplacé des pivots, j'ai tourné le petit moteur en dessous de chaque pivot, donc je sais un tout petit peu de quoi je parle. Et il se trouve que j'ai aussi travaillé l'été, quand j'étais jeune, sur les exploitations agricoles, en arrosant à fond sous 40 degrés et où je vous assure que dans le champ on la sent l'évapotranspiration quand on est en train d'aller castrer du maïs. Donc je sais un petit peu de quoi on parle et je sais que ces pratiques-là, un certain nombre ne sont plus acceptables. Encore une fois, je reviens à ce que je disais, qu'irrigue-t-on ? Si on irrigue de l'alimentation pour les humains, youpi. Si on continue à irriguer de l'alimentation animale, alors qu'on a un gros problème d'avoir concentré toute l'alimentation animale, toute la production animale en Bretagne avec ce que ça nous donne, malheureusement, il va falloir peut-être se recentrer. Ici, dans ce syndicat, nous avons des solutions d'avenir. Parce que les solutions d'avenir, elles sont sur des semences On est sobres. chez Semae. Et voilà. Chez Semae, on travaille sur la génétique, sur l'hybridation. Et demain, si on ne nous l'interdit pas, on pourra peut-être trouver des semences qui seront plus économes en eau, qui seront peut-être plus productives, qui pourront lutter contre les ravageurs, enfin, qui lutteront naturellement contre les ravageurs. C'est vrai quand même que parfois, on a un peu le mur de la science et de la recherche. Oui. Il faut que la recherche et les semences avancent. Et permettez-moi quand même de rebondir. L'élevage extensif, les prairies. Hein ? Oui, non mais... Pardon ? On n'arrosera pas les prairies. Oui, mais ces gens-là, ils importent du foin d'Espagne parce que depuis 15 ans, les 2/3 de ce que verse le fonds de calamité agricole, c'est pour les producteurs de foin qui ont des vaches, et on achète le foin en Espagne. Alors j'ai quelques-uns de mes collègues qui sont agriculteurs dans ce secteur-là, de l'élevage bovin allaitant ou laitier, avec des prairies. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis quelques années ? Eh bien, ils récupèrent l'eau qui coule sur leur exploitation, ils la stockent dans une réserve, ils arrosent quelques hectares de ce fameux maïs, qui est la plante la plus efficace, avec l'eau qui est tombée l'hiver, qui n'est pas partie, et qui permet d'arriver à avoir l'indépendance alimentaire pour le troupeau, sans recourir à de l'importation de foin qui vient d'Espagne et qui est arrosé avec des retenues. Donc je pense qu'il faut quand même qu'on se pose les vraies questions. Alors, d'accord. Bon. François, témoignage, vous êtes donc en Vendée, je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent maintenant, vous utilisez des réserves, vous utilisez des réserves d'eau dans les conditions que vous avez décrites tout à l'heure, dès lors que les nappes sont pleines et que l'eau douce part à la mer, puisqu'il y a un bassin versant vers la mer. D'abord, comment dans le territoire, comment est-ce que c'est accueilli ? On a tous en mémoire, si je vous pose la question, c'est qu'on a tous en mémoire ces images de face à face entre des opposants au système des réserves d'eau et puis les paysans, parfois même des actes violents, des actes de sabotage. Comment c'est vécu par la population dans le territoire ? Alors nous, dans le sud Vendée, on est parti, quand on a étudié la possibilité, la faisabilité de faire nos réserves, on est parti en mettant tout le monde autour de la table. Donc on a bien la notion de partage, c'est-à-dire que là, on a regardé toutes les utilités, toutes les utilisations pour chacun. Donc il y a eu un certain consensus. Agriculteurs, pêcheurs, le tourisme, évidemment, parce qu'on a énormément de monde en Vendée qui vient l'été, donc il faut absolument qu'ils puissent boire, se laver et ainsi de suite. Donc le partage de l'eau est parti du postulat de base. Ensuite, on a regardé comment on pouvait faire. Donc on a mis tout ça en place. 10 ans après, parce que maintenant on a un recul de 10 ans, il y a plusieurs choses qui sautent aux yeux. La première chose, c'est des faits, ce n'est pas des élucubrations, ce sont des faits. Qu'est-ce qui se passe ? Quand on regarde le niveau des nappes, je ne peux pas le mettre ici, mais souvenons-nous de 2003, qui a été une année aussi très sèche. Le niveau de la nappe, il était descendu très bas, on n'avait pas, à cette époque-là, les réserves. 2022, pire que 2003, eh bien, au plus mauvais moment de l'été, cette année, on avait le niveau de la nappe qui était 1,30 m de plus qu'en 2003. Donc l'effet sur le milieu, il est certain. Et puis ce qui se passe, ce qu'on n'avait pas forcément perçu, c'est qu'en fait, comme on a moins mis à mal la nappe cet été grâce au stockage de l'eau,
avec la sécheresse hivernale que nous avons, eh bien, en fait, on peut continuer à remplir nos réserves parce que, justement, la nappe a été moins sollicitée. Donc ça, c'est quand même un truc important. Impact sur les cours d'eau, Impact sur les cours d'eau, c'est-à-dire qu'on a Est-ce qu'il y a un niveau bien impact sur meilleur. Un niveau bien meilleur. On est 1,30 m. C'est ce que je voulais savoir. Le meilleur témoignage que j'ai quand vous parlez d'acceptabilité ou d'acceptation des réserves, j'avais des voisins en 2003 qui avaient plus d'eau dans leur puits. Plus d'eau dans leur puits, ouais, tu pompes, voilà. En 2022, c'était des gens qui étaient plutôt pas pour les réserves parce qu'ils avaient un a priori assez négatif. En 2022, il dit, dis donc, j'ai eu de l'eau tout l'été dans mon puits, j'ai pu arroser mon jardin. Donc l'effet, il est là, il est évident. Et c'est vraiment de la mauvaise foi de ne pas reconnaître ça. Donc on a un effet évident. Je voulais revenir aussi sur l'évaporation. Parce que l'évaporation, on parle d'évaporation. Mais justement, ces réserves, elles sont à ciel ouvert. Alors effectivement, il y a de l'évaporation. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est quand même que la pluie qui tombe, eh bien, elle tombe dans les réserves. Bien sûr. Donc en fait, il faut regarder le solde et non pas simplement l'évaporation. C'est-à-dire pluie moins évaporation. Moi, mon expérience, c'est que c'est pratiquement du 1 pour 1. Alors les chiffres sont un petit peu plus élevés que ça. Parce que vous êtes bien arrosé peut-être dans cette région, un peu moins dans d'autres, vraisemblablement. Oui, mais on a aussi, on est une région qui est aussi très ensoleillée. Donc je pose la question, non, mais tout à fait. Pas de réponse. Oui, non, mais on a aussi beaucoup d'évaporation parce que c'est une des régions, un des départements les plus ensoleillés également de France. Ah, donc, je fais la publicité de la Vendée pour cet été. Non, mais c'est évident. Et puis, et donc en fait, c'est pratiquement le solde. Donc il faut parler de solde et non pas d'évaporation. D'accord. Quand on parle de 30 ou 40% de perte, il y a un zéro. François, non, il n'y a pas de perte parce qu'il y a toujours la même quantité. Exactement. Simplement, elle est liquide, elle est gazeuse, elle est solide. C'est son statut qui change. Est-ce que Benoît Hartmann, dans ce débat entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre l'utilisation de l'eau, les réserves ou les réserves collinaires ou les réserves tout court, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre une pause là? Parce que moi, je vois d'ailleurs la violence monter dans ce domaine, un rapport de force qui est un rapport de force un peu malsain, quand même, et qui ne fait pas avancer du tout la société. Pas du tout. On n'est pas dans des conditions de dialogue apaisé, parce qu'il y a une radicalité d'un côté et une radicalité de l'autre qui ne permet pas un dialogue apaisé. Ce qui permet le dialogue apaisé, c'est de créer un fonds commun de données. On part de science et on part de faits. Et si on part de ces faits, on est capable d'en parler. Simplement, on a parlé de la hiérarchie des usages. Vous l'avez dit, le plus important, c'est d'assurer de l'eau potable pour les humains. On n'a pas envie de mourir. Oui. Donc ça, et là, c'est l'attention. Ce que le ministre a demandé au préfet, c'est de garantir de l'eau potable. C'est-à-dire de garder suffisamment des réserves d'eau potable. Il n'a pas demandé pour l'instant aux autres. Pour ça, dans la hiérarchie, éventuellement le remplissage des piscines. Et dans la hiérarchie des choses comme ça. Et dans la hiérarchie des usages, eau potable, agriculture, pour nous nourrir, nourricière. Des humains, autant que possible, peut-être manger un peu moins de viande, donc pas forcément du fourrage, mais agriculture. Et troisième priorité qu'on oublie un tout petit peu, la nature, qui elle ne s'exprime pas, elle n'a pas de défenseur, elle n'a pas de voix, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de voix prépondérante, elle ne rapporte pas d'argent. Simplement, quand vous prenez l'eau d'hiver, ce n'est pas une eau inutile, encore une fois. Et quand bien même elle va aller se déverser à la mer, d'abord elle a une fonction avant d'aller à la mer, parce qu'il y a le bassin versant qu'elle va irriguer et elle va nourrir des sols, des forêts, des zones humides. Je rappelle juste qu'on a détruit 80% des zones humides en 40 ans. Donc la guerre de l'eau, elle a commencé il y a longtemps, mais en faisant des grosses bêtises. C'est-à-dire que l'eau disponible, si elle est plus disponible, c'est aussi parce que parfois, il y a des régions, dans la Beauce par exemple, on a viré toutes les haies et on sait très bien qu'en fin de compte, on a joué un petit peu aux apprentis. Les haies, il faut l'expliquer, les haies retiennent l'eau. Les haies ont une fonction mécanique, par ailleurs, contre le vent, contre l'érosion des sols, et de la biodiversité, des réserves de biodiversité, mais par ailleurs aussi, ça empêche de passer les très gros tracteurs. Mais en tout cas, les haies avaient une fonction aussi hydrique. La grosse fonction hydrique, c'était les 80% de zones humides qu'on a détruits en se disant il n'y a rien, donc on va faire quelque chose, souvent de l'artificialisation, pas souvent de l'agriculture, souvent des zones artificialisées, de l'urbanisation dégueulasse. Toujours est-il qu'on a détruit 80% des zones humides qui, elles, étaient un peu notre plan B pour la sécheresse. Vous voyez, ça stocke quand il y a des inondations et ça relargue doucement quand il y a des sécheresses. Donc c'est un peu un service écologique gratuit. On a perdu 80% de ça. Moi, ce que je crois, c'est que la guerre de l'eau, elle a commencé quand on a pensé que l'eau était un bien inépuisable, abondant et presque gratuit. On a agi longtemps... La gratuité est un piège terrible. Voilà, on a agi longtemps comme ça, un peu comme avec le pétrole. Comme avec les médicaments aussi. Et comme avec les médicaments. En fait, un certain nombre de domaines où on n'a pas eu la sagesse de se dire... Il vaudrait mieux une gestion économe, quand bien même on a l'impression qu'elle est abondante.
Il nous reste 3 minutes 30. Je voudrais que vous concluiez les uns et les autres. Quels sont vos besoins aujourd'hui? Qu'est-ce que vous souhaitez, Monsieur le Président, en 1 minute, pour qu'on puisse se partager le temps? Que l'administration simplifie les démarches, qu'on puisse aboutir à ce qui a été annoncé par le Premier ministre lors du Varenne et ce qui est annoncé par le ministre de l'Environnement, M. Béchu, encore avant-hier, qu'on puisse avancer enfin dans une véritable politique de structuration sur le territoire. Comme on a fait des autoroutes, des aéroports, construit des hôpitaux, qu'on construise des capacités de garder de l'eau quand elle est abondante. Et les réserves permettent de relarguer dans le milieu. La Durance, elle a un soutien à l'étiage par le Serre-Ponçon. Sans Serre-Ponçon, il n'y aurait pas d'étiage. Eh bien oui, mais donc, pourquoi on s'interdit de penser comme ça? Vous avez parlé des communes qui n'ont pas d'eau. Les communes qui souffrent de la sécheresse aujourd'hui, ce n'est pas celles qui sont... Il n'y a pas d'irrigants à côté. C'est des territoires très souvent en tête de bassin. En tête de bassin, pour lequel il n'y a pas eu d'aménagement minime de stocker un peu d'eau. Voilà. Donc, oui, nous avons un besoin fort et nous l'exprimons. Nous travaillons depuis, ça fait 10 ans que j'ai sur ce dossier au niveau de responsabilité au niveau national. J'ai de la peine à voir ce qui a été fait en 10 ans. D'accord. Bon, François Arnoux, donc vous arrivez avec votre... C'est une expérience vécue. Alors l'expérience vécue, c'est un peu empirique, hein, mais malgré tout, ça a du sens. On voit que ça peut marcher. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, exactement? Mais moi, je souhaite tout simplement qu'on continue encore ces stockages de l'eau, comme on a fait depuis 10 ans. Dans les conditions que vous avez décrites. Exactement, dans la discussion, dans la notion de partage, évidemment, pour continuer à justement à capter cette eau au moment où elle est excédentaire et on en a besoin d'être déficitaire. Et que ce soit vraiment allégé en termes d'administration. Nous, il nous a fallu 10 ans. 10 ans pour arriver, quand on a déposé le dossier, les acceptations. Là, il y a un pas de temps qui ne va pas du tout parce qu'on voit bien que tout s'accélère et de toute façon, il faudra passer par là. Et deuxième chose que je souhaite, c'est que le climat s'apaise. Parce que de notre côté, on est prêt au dialogue. Je suis désolé. Le climat humain. Le climat humain, exactement. Oui, le climat humain, oui. Le climat humain s'apaise parce qu'on est complètement aujourd'hui prêt au dialogue. C'est pas nous qui refusons le dialogue, bien au contraire. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est de l'idéologie qui est mise en avant. Très agressive, on le voit bien ce qui se passe en Deux-Sèvres en ce moment, ce qui s'est passé au mois de novembre, ce qui va se passer encore au mois de mars. On veut de la casse, on veut des faits importants pour dire voilà, stop. Bien. Mais c'est pas vrai, il faut apaiser le climat. Merci François. La simplification, vous avez été très nombreux à m'en parler tout au long de la semaine. Mais c'est compliqué la simplification dans un pays qui a constitutionnalisé le principe de précaution. Pour conclure, en 1 minute, est-ce qu'il ne faudrait pas, Benoît Hartmann, de vrais états généraux? Alors je sais que c'est un peu la tarte à la crème, mais là, pour le coup, autour de la table, tous les gens concernés, pour se dire enfin, voilà quel est l'état des réserves, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qui est compatible avec les enjeux et agricoles de souveraineté alimentaire et de développement durable. Alors, on pourrait recommencer, on le fait souvent. Il y a des agences de l'eau qui sont aussi des instances de démocratie, on a de la chance, une démocratie autour de l'eau. Simplement, les rapports de force sont très déséquilibrés et malheureusement, on a des arbitrages qui sont satisfaisants pour personne et pour l'instant, honnêtement, il n'en est pas sorti grand-chose de ces grandes tables rondes. Pourquoi? Parce que simplement, il faudrait qu'il y ait une vision éclairée, partagée et qu'ensuite il y ait une volonté politique vraie, c'est-à-dire de dire peut-être je ne vais pas financer des bassines pour irriguer du maïs, mais en revanche, des bassines qui feraient du soutien d'étiage et dont je suis capable de prouver qu'elles ne le font pas. Je sais qu'un certain nombre font du soutien d'étiage. Oui, non, mais je sais qu'un certain nombre font du soutien d'étiage. En revanche, ce que vous aurez compris aussi, c'est que je ne crois absolument pas au mode d'action violent, mais d'aucune façon, ni d'une part ni de l'autre. J'ai vu des actions violentes des deux côtés parce que j'étais à Sivins. C'est quand même un peu déséquilibré, non? Et c'était insupportable. Non mais Benoît, c'est un peu déséquilibré quand même, non? Moi je me suis fait menacer avec des manches de pioche alors que moi, comme non-violent, je crois que je me pose là. Et les manches de pioche, ils étaient portés par des agris qui étaient à côté de CRS. Moi, ça me dérange des gens qui viennent faire le coup de poing à côté de CRS. J'aime la société. Mais moi je suis parfaitement d'accord. Ils se sont mis en route au bout d'une demi-heure. Non, mais je suis parfaitement d'accord que la violence, d'aucune façon, n'est une solution et sûrement pas l'amorce d'un dialogue. Et pour l'amorce d'un dialogue, la meilleure des manières, c'est encore une fois de mettre en commun nos savoirs, qui sont des savoirs scientifiques, et les partager. Le savoir naturaliste, il n'est pas bien partagé, je vous l'assure.
vous m'avez donné, vous ne m'avez laissé qu'une seconde pour dire au revoir. À demain.